KIC, c'est Knowledge and Innovation Communities. Ce sont des initiatives européennes en fait, qui ont été créées fin 2010 sous l'égide de la Commission européenne et qui ont été créées dans le cadre de l'EIT, l'Institut européen d'innovation et de technologie, qui a créé 3 KIC au départ, donc InnoÉnergie, Climat, et la troisième KIC qui marche en ce moment, qui s'appelle ICT Labs, qui travaille sur les technologies de l'information et de la communication. Et puis deux nouvelles KIC qui ont été créées à la fin 2014 et qui devraient démarrer cette année sur 2 thèmes différents, sur la santé et sur le matériel. InnoÉnergie a cette particularité que c'est la seule KIC qui est établie en tant que société. C'était un choix au départ, fin 2010. C'est devenu KIC InnoÉnergie SE, c'est une société européenne, une société de droit européen qui est établie à Eindhoven et qui est financée par l'OIT. Et c'est un consortium de partenaires qui sont nos partenaires fondateurs. Alors on a 6 bureaux en Europe, on les voit sur cette carte. Donc en Espagne, c'est en Iberia, c'est en Espagne et Portugal. En France, c'est à Grenoble. On a un bureau à Karlsruhe en Allemagne, à Cracovie pour la Pologne, Stockholm et Benelux, c'est à cheval entre Eindhoven et Louvain. Voilà, 6 bureaux en Europe. Et puis, alors sur la slide, vous avez aussi tout un tas de petits logos là, qui sont en fait nos partenaires fondateurs. Donc les partenaires qui étaient au départ dans la formation du consortium InnoÉnergie. Et là, on retrouve donc les grands énergéticiens européens, les grands centres de recherche et les grandes universités européennes qui travaillent toutes dans l'énergie. Alors, InnoÉnergie SE, donc un partenaire cadre qui nous finance majoritairement, qui est l'Institut européen de technologie et d'innovation, l'EIT, et puis des actionnaires, un certain nombre d'actionnaires, 29 au total, dont un certain nombre sont au conseil de surveillance, donc un conseil de surveillance, et puis aussi un bureau exécutif avec un responsable de chacun des bureaux situés dans les 6 pays. En France, c'est donc Richard Biagioni qui est le patron du centre français de KIC InnoÉnergie France. Voilà les partenaires. Alors, je ne sais pas si c'est pas certainement pas la liste complète, puisqu'aujourd'hui on a plus de 200 partenaires, si on compte les sociétés qui sont liées aux différentes activités de KIC InnoÉnergie. Donc dans les industriels, alors en gras ici vous avez ceux qui sont des partenaires français. Dans les industriels, donc on voit évidemment, je le disais à l'instant, des grands énergéticiens, Areva, EDF, GDF Suez, Gaz Natural, Fenosa en Espagne, en Allemagne, en Pologne, on a Toron, Vattenfall en Suède, voilà, donc une belle brochette, et puis des acteurs de l'énergie, pas forcément des producteurs, des opérateurs, mais ABB en Suède, Schneider Electric, et un certain nombre d'autres dans différents pays. Dans les centres de recherche, la plupart des grands centres de recherche européens, donc le CEA, le Qualité, le CIEMAT, l'IREC, un centre de recherche des énergies renouvelables en Espagne, la Borelec, qui est la branche recherche de GDF Suez en Belgique, voilà, Technalia, TNO aux Pays-Bas. Et chez les universitaires, voilà, un nombre assez impressionnant d'universités qui ont toutes des activités dans l'énergie. Donc pour les Françaises, on retrouve Aix-Marseille, Paris Tech, INSA Lyon, le Grenoble INP, un Grenoble Institute of Technology, et puis une école de commerce qui est Grenoble École Management.
2 écoles de commerce en fait en tout dans le réseau KIC Énergie, puisqu'on a aussi ESAD, qui est un peu le HEC espagnol en fait. Et puis voilà, KTH en Suède, l'Université catholique de Louvain, l'Université de Stuttgart, d'Uppsala. Voilà pour les partenaires universitaires et des liens très forts avec la communauté des investisseurs français et européens dédiés au clean tech. Donc vous avez la liste ici, et je pense que Raluca en parlera dans la partie business création avec des accords de collaboration avec ces investisseurs. Voilà, alors le scope en fait de KIC InnoEnergy est assez large dans l'énergie. On adresse un grand nombre de thématiques et ça va de la production jusqu'au recyclage, la valorisation de certains composants ou déchets. Donc production d'énergie, des renouvelables, de la production conventionnelle avec un peu de charbon et de nucléaire aussi, le transport, la distribution, avec tout ce qui concerne les conversions de vecteurs, tout ce qui est smart, les smart grid, smart city, les réseaux de chaleur, donc l'équilibre offre-demande avec notamment le stockage, les aspects arbitrage et les liens avec le smart grid. Et puis les usages aussi, donc notamment l'efficacité énergétique dans l'industrie, dans l'habitat, dans la mobilité. Et comme je disais à l'instant, les aspects recyclage, les aspects capture, stockage du carbone et recyclage de matériaux. On pense à quoi quand on dit recyclage de matériaux? Alors par exemple, ce matin, là, je citais un exemple sur le recyclage des batteries, les batteries lithium, où on a par exemple une société QV qui est un partenaire de KIC qui recycle les batteries lithium. Les objectifs dans toutes nos activités, et ça c'est ces objectifs que l'EIT en créant KIC InnoEnergy nous a donc fixés, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de diminuer le coût de l'énergie en Europe et d'améliorer les aspects sécurité, fiabilité opérationnelle du système énergétique européen. Donc on essaie d'être en accord avec ces objectifs dans toutes nos activités. Et toutes nos activités, ça veut dire en fait 3 branches principales. Une branche éducation, puisque l'objectif des KIC, c'est de faire se rapprocher les aspects éducation académique, centre de recherche et industriel et start-up. On a une branche aussi éducation dans nos activités, avec notamment un ensemble de masters dans lesquels les étudiants font de la mobilité entre différentes universités membres de KIC InnoEnergy, donc une master school. On a aussi une PhD school dans laquelle les étudiants, comme ceux de la master school d'ailleurs, bénéficient de modules supplémentaires par rapport à leur cursus technologique, de modules supplémentaires qui visent à favoriser les aspects, des compétences plutôt de type soft skills, des compétences entrepreneuriales notamment, où donc on les fait participer à des écoles d'été où ils vont faire des simulations de création d'entreprise, de business model sur différents aspects de l'énergie. Donc ça c'est à la fois pour les masters et pour les PhD. Et puis on a aussi les modules de formation professionnelle qu'on met en place, et puis d'autres modules, je dirais, plus modernes d'enseignement comme les MOOC, etc., qui sont en train de se mettre en place. Alors dans chacune de ces activités, je le mentionne tout de suite, on a un retour sur investissement qui doit être mis en place. Et l'idée derrière ça, en fait, c'est que l'EIT qui finance les KIC, qui finance aujourd'hui 3 KIC et qui va commencer à en financer 2 supplémentaires,
nous dit bon, on vous a financé, on vous a accompagné dans votre croissance, dans vos activités pendant un certain temps. Et puis en fait, ça fait un peu une courbe en cloche quoi, pour chaque kick. Le financement a augmenté, après elle a un plateau, et puis après il est censé décroître parce que les autres kicks qui seront créés absorberont plus de budget. Donc, l'objectif de ce ROI, c'est de pouvoir continuer à exister, à financer nos propres activités dans les années futures. Sachant que donc Kikino Energy étant une société, ce n'est pas une société not for profit, mais c'est une société not for dividend. Tout le cash qu'on pourra récupérer dans nos différentes activités en termes de retour sur investissement sera réinjecté dans nos activités. Donc les deux grosses activités qui concernent vraiment les aspects innovation et création start-up, c'est les deux qu'on présente plus en détail aujourd'hui. Cet aspect donc innovation collaborative dont je m'occupe moi au Centre français de Grenoble, dont le concret ce sont ces projets d'innovation collaborative. Dans cette activité, on a aussi un retour sur investissement qui est prévu, c'est-à-dire on n'est pas seulement des financeurs dans nos projets, mais aussi on est en fait plus des investisseurs. Et on attend en fait, quand un projet est arrivé à un stade où un produit peut être commercialisé, c'est-à-dire au maximum sur un horizon de 3 à 5 ans, un retour sur investissement qui en général sera basé sur un pourcentage du chiffre d'affaires qui est fait avec le produit qui a été généré dans un projet d'innovation. Comment ça se fait en fait le contrat entre porteur de projet et vous? Est-ce que c'est un success fee ou... Alors il y a plusieurs schémas possibles. C'est ouvert, c'est une négociation qu'on a dans le courant du projet. Et voilà. Et la troisième activité, donc c'est l'activité dont s'occupe notamment Raluca à Grenoble, de support aux startups avec tout un ensemble de prestations qu'on leur fournit. Et Raluca vous expliquera ça ensuite. Et là-dedans encore un modèle de retour sur investissement, puisqu'on achète en fait des parts dans nos startups et on devient donc actionnaire. Quelques résultats depuis 2011, 80 startups accélérées, 60 brevets déposés dans des projets d'innovation collaboratifs, et puis pour les aspects éducation, 460 étudiants inscrits dans les programmes de formation, donc dans les différents masters qui ont démarré depuis 2011. Je passe maintenant donc plus en détail sur la partie projet d'innovation collaboratif. Alors les projets d'innovation Kikino Energy en fait se distinguent assez nettement des projets d'innovation collaborative entre guillemets classiques européens, par le fait qu'ils sont en fait très très aval. C'est ça le premier point. L'objectif d'un projet KIC, c'est d'abord de faire un produit, et un produit qui doit être vendu à un horizon de 3 à 5 ans après le démarrage du projet. Donc c'est clair qu'on ne finance pas de la R&D de base, entre guillemets, mais vraiment des projets qui démarrent à un niveau suffisant de maturité pour qu'à la fin du projet, on puisse commencer, ou juste après, à industrialiser et à vendre très, très rapidement. Ce sont des projets qui sont internationaux, puisqu'on est une structure européenne, on a au minimum 2 pays européens dans nos projets. Et surtout, c'est pour ça que je réagissais sur le schéma que tu as fait tout à l'heure, dans lesquels on pousse à ce que la chaîne de valeur soit du secteur, soit très bien représentée dans le projet, de sorte que quand on arrive à la fin du projet et que tout est prêt pour industrialiser et commercialiser le produit,
on ne se retrouve pas avec un trou majeur dans la raquette, le partenaire intégrateur ou celui qui va vendre ou un composant particulier qui manquerait et qui ferait que ça fera un délai énorme pour la commercialisation du produit. Donc voilà, on veille à ce que cette chaîne de valeur soit vraiment bien représentée dans les projets. Et avec notre réseau, on aide les porteurs de projets justement à identifier, s'ils ont un trou dans la raquette, à identifier l'acteur adéquat. Donc des projets qui sont vraiment orientés vers les besoins du marché, et les projets doivent être tirés par des industriels et menés, pilotés aussi par un industriel. Donc on n'a aucun projet coordonné par un centre de recherche ou par un universitaire. Ça, c'est pas possible. On demande que les projets ils soient pilotés par les industriels et que vraiment les industriels s'engagent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre dans un projet qui une énergie pour voir, pour faire de la veille, pour dire si jamais, on ne sait jamais si c'est intéressant, il y aura peut-être un brevet, il y aura peut-être des choses, ça pourrait être bien. Non, s'ils ont un besoin, ils viennent chercher les partenaires qu'il faut et nous on va financer pour faire cet effet de levier, ce catalyseur de l'innovation. Une chose très très importante évidemment, c'est que ces projets n'existent que s'il y a un business case solide, avec des arguments pour le montrer. Et ça c'est vrai déjà au stade de la proposition de projet que les porteurs nous proposent, mais aussi dès le départ du projet, en fait, on va démarrer par une phase de vérification en fait, de la faisabilité économique du projet. On se donne le temps, avant de vraiment démarrer, financer les tâches techniques qui coûtent très cher, de faire cette phase de faisabilité économique qu'on appelle un work package 0, en fait, dans lequel on va vérifier tout ce que nous ont dit les porteurs de projets dans leur document de proposition de 24 pages, vraiment dans le détail, avant de déclencher les phases les plus coûteuses du projet. Alors, encore une fois, un impact positif sur les objectifs de Kikino Energy, réduire les gaz à effet de serre, diminuer le coût de l'énergie, augmentation de la sécurité opérationnelle. Et ça, c'est pas seulement pour le nucléaire, c'est pour tout le système énergétique européen. Et ensuite, voilà, des caractéristiques qui, généralement, sont les suivantes, c'est-à-dire un time to market inférieur à 5 ans, une durée entre 1 et 3 ans. On a beaucoup de projets en fait qui sont de l'ordre de 24 à 30 mois finalement. Quelques-uns de 36 mois et quelques-uns de 18 mois aussi, mais le plus courant c'est 24 à 30 mois. Un TRL supérieur à 5 au démarrage du projet, et supérieur à 5 c'est vraiment même plutôt 5, 6, voire 6, 7. Alors ça dépend après, la durée du projet va dépendre du secteur dans lequel on se trouve. Il y a des secteurs dans lesquels on peut avancer très rapidement sur les technologies, on peut avancer rapidement en termes de maturité, ou d'autres où ce n'est pas forcément le cas. 3 à 7 partenaires maximum, donc on a réduit la taille des consortiums aussi, afin d'avoir des vrais projets qui sont faciles à piloter et efficaces, de pays européens, et une proposition de retour sur investissement pour Kikino Energy. Depuis, c'est pas c'est l'Allemagne et la France. Non, ça peut être n'importe quel. Alors il faut au minimum un pays de l'Atlantique, un des 6 pays, hein. Mais après il faut juste un autre pays. Donc ça peut être un projet franco-italien. Et si c'est par exemple une start-up qui a donc une vocation en fait d'attaquer un peu un marché européen, elle peut faire le rôle. Enfin, Bien sûr. Oui, tout à fait. C'est justement un très bon outil pour avoir de la visibilité sur le marché européen. Alors, en termes de financement, il y a d'abord un point qui est majeur, notamment qui est majeur pour les startups et pour les PME, c'est que ce financement, il n'est pas capé par les fonds propres de l'entreprise. Donc c'est vraiment un aspect très, très important
les petites structures, qui peut aller, alors on va dire en théorie, jusqu'à 100% des coûts du projet. Je dis en théorie, pourquoi? Parce que donc on veut qu'il y ait des industriels, comme je l'ai dit, qui soient bien représentés sur la chaîne de valeur, mais on ne va jamais financer un projet à 100% en fait, parce que si un industriel vient nous voir, porteur d'un projet, avec un vrai business case dans lequel il croit, etc., mais s'il nous dit mais moi je ne mets rien dans le projet, ça va quand même pas forcément nous enthousiasmer tout de suite. Donc on demande toujours que l'industriel amène un peu de fonds propres dans le projet. Il peut aussi amener du cofinancement qui ne serait pas européen, le cofinancement de projets ADN, de projets financés par la région, par les projets qui sont éligibles, c'est effectivement les projets où on voit bien qu'il y a un impact soit sur la réduction du gaz à effet de serre, soit sur la diminution du coût de l'énergie. Significatif. Significatif, oui. Alors, significatif au sens où il ne faut pas que ce soit complètement tiré par les cheveux. Je vais prendre un exemple. Je pense en termes de couverture de marché. Ça peut être significatif sur une micro-niche, mais ça peut être significatif aussi parce qu'il va y avoir un effet de déploiement de marché. Oui. Il faut que ça soit des trucs où il y a un effet de déploiement de marché. Pas forcément. Mais c'est mieux. Mais ça peut être, évidemment, ça a plus d'impact en termes de sélection. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, il ne faut pas que le lien entre le projet, le résultat du projet et ces trois objectifs soit trop lointain ou tiré par les cheveux. Je prends un exemple, par exemple, les technologies de ce qu'on appelle energy harvesting dans le semi-conducteur. Tous les petits devices qui servent à récupérer un petit peu d'énergie pour que ça suffise à alimenter une montre. Voilà, là-dedans, on n'est pas vraiment là-dedans. C'est juste un exemple, parce que les gens peuvent toujours nous dire oui, mais quand même, ça réduit le coût d'énergie et puis la demande globale d'énergie, puisque le capteur après il est autonome et puis du coup on ne vient pas l'alimenter, du coup ça tire pas sur le secteur, etc. Mais voilà, c'est pas forcément, le lien n'est pas forcément direct. Donc on cherche quand même à avoir un lien clair avec ces objectifs-là. Sur les thématiques abordées dans Kikino Energy, c'est donc très large. On a donc tous les aspects, tout ce qui est smart, alors les smart grids, smart cities, smart buildings, les bâtiments intelligents, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, les renouvelables, alors éolien, photovoltaïque, solaire thermique, énergie marine, ce qu'on n'adresse pas aussi de la biomasse, génération d'énergie par combustion, co-combustion, un nombre assez grand de thématiques qui sont toutes, on va dire, réparties dans la transition énergétique en général. Alors, sur les montages financiers Kikino Energy, je vais m'arrêter un petit peu là parce que c'est important de bien comprendre ces aspects qui, à la fois, ça donne à la fois du crédit au projet et au thème abordé dans le projet, en même temps que ça permet de comprendre la seule règle en fait, financière que nous impose l'OIT sur notre projet. En fait, quand un porteur de projet vient nous voir, il nous dit voilà, à partir de mi-2015, par exemple, je voudrais démarrer un projet dans votre appel à projet, là, et ce projet, voilà, c'est ce qu'on appelle ici le projet KIC. Il va démarrer à un temps T0, il va durer un certain temps. Et c'est tout ce que j'ai mis en jaune ici. Ce projet, il est décrit par un planning avec des lots, des work packages et puis des délivrables, comme un peu dans tous les projets européens. Chaque partenaire du projet a certaines tâches et puis le projet va avancer comme ça. Ça forme ce qu'on appelle le projet KIC. Et puis en termes de propriété intellectuelle, il va y avoir
du foreground, de la propriété intellectuelle générée pendant le projet, qui sera géré par un accord de consortium entre les partenaires. Voilà. Donc ça, c'est le projet KIC. Et je l'ai dit à l'instant, ce projet, donc, est l'aspect en jaune ici, ce qui est dessiné en jaune, il peut être effectivement financé jusqu'à 100%. En pratique, c'est jamais le cas. En pratique, on voit le taux de financement observé aujourd'hui, c'est plutôt 60%. Ce qui est déjà un taux quand même important. Par contre, ce qu'on va regarder avant d'accepter un projet, c'est tout ce qui se fait en parallèle dans des activités qu'on appelle complémentaires, KIC, Complementary Activities, en parallèle chez tous les partenaires du consortium qui nous présentent un projet. Typiquement, vous allez faire par exemple une nouvelle batterie avec une nouvelle technologie. Dedans, il y a un fournisseur d'un composant clé de la batterie, et puis un intégrateur, et puis un utilisateur final, et puis un centre de recherche, comme le CEA par exemple. On va regarder dans ce projet qu'est-ce qui est en lien direct avec ce qui est fait dans le projet KIC, mais qui a été fait par les différents partenaires avant le projet. Et là, on remonte à 2010, en fait, les créations de la KIC. Et puis, qui sera fait aussi pendant le projet, dans le cadre d'autres projets. Alors, ça peut être des projets européens, des projets H2020, des projets avec l'ADEME, des projets, des accords bilatéraux, des projets internes aussi. Mais tout ce que les différents partenaires du projet font en complément du projet KIC. Et ça, c'est très important parce que on va non seulement demander aux porteurs du projet de lister ses activités, mais aussi de nous remonter le coût de ces activités. Et il y a une seule règle en fait que nous impose l'EIT, donc l'organisme qui finance les 3 KIC. L'UIT dit: moi je ne financerai pas plus que 25% de la totalité de ce qui est en gris ici, plus le jaune. Un exemple, si ce projet de nouvelle batterie dont je parlais à l'instant coûte 3 millions, le budget du projet c'est 3 millions, le consortium vient en nous disant: voilà, et moi je demande 2 millions à KIC Innoénergie, ça fera un taux de financement de 66%, bien. Je demande 2 millions à KIC Innoénergie, et bien nous on va leur dire: ok, montrez-nous que si on fait la somme donc des coûts que vous avez dans les différents projets en parallèle, plus les 3 millions du coût du projet KIC, on arrive bien à 8 millions, puisque si on nous demande 2 millions, il faut que ce ne soit pas supérieur à 25% du total. Ça, donc c'est une règle financière qui, en même temps, permet de construire un partenariat dans lequel on est sûr qu'on a un background suffisant, une expérience suffisante chez les différents partenaires. Ça permet, par exemple, d'éviter qu'on ait, alors comme le partenariat minimum, c'est 3 partenaires, on va éviter, par exemple, qu'on ait 3 startups qui viennent nous voir en proposant un projet, en nous disant: voilà, on a un super business, on n'est pas dedans, on n'a aucun background sur ce domaine-là, on n'a pas de propriété intellectuelle, etc. Mais on va faire un super projet. Non, ça ne marchera pas très bien. Mais par contre, ça n'interdit pas du tout qu'une start-up soit dans un projet d'innovation, parce que effectivement, une start-up, elle n'aura pas grand-chose à mettre là-dedans, parce qu'elle n'a pas forcément 10 projets H2020, des projets ADEME, des collaborations de tout type avec plein de partenaires. Par contre, cette start-up, si elle est dans le projet, en général, elle ne va pas se trouver toute seule. Elle va utiliser les compétences d'un laboratoire qui a déjà un volant d'activité important. Elle va souvent amener dans le projet son client final, qui souvent sera par exemple un grand groupe, un utilisateur, un énergie, un user, un opérateur. Éventuellement aussi une PME qui va intégrer sa solution dans une solution plus globale qui va être vendue par son partenaire final. Et en fait,
ces partenaires qui sont plus gros qu'elle, effectivement, n'auront aucun mal ici à apporter de l'expérience, du background dans le projet. Donc ça permet en fait d'asseoir la crédibilité du projet. Et finalement, c'est là qu'on comprend le rôle de catalyseur, de levier du financement Kiki Énergie. Est-ce que la PME elle doit être déjà référence équipe en accompagnement startup? Non, les projets sont ouverts à tout le monde. C'est quoi les dépenses qui sont éligibles? Est-ce que c'est que de la techno, du proto et de l'ingénierie, ou est-ce que ça va sur de l'outil industriel ou de la commercialisation? Les deux. Ça va aussi sur l'industrialisation et sur la commercialisation. Du BFR, de la commercialisation. Si par exemple la start-up, l'industriel qui vient nous voir nous dit, une PME par exemple, nous dit voilà, moi j'ai ce nouveau produit, je sais que dans 3 ans exactement il faut que je sois sur le marché avec, et puis dans 2 ans et demi je vais commencer à faire du ramdam marketing pour montrer que je suis là et que j'arrive avec une solution innovante. Il faut que ce soit au salon Polytech dans 2 ans et demi. Nous, on peut lui payer son stand et tout son aspect marketing concernant. Et je sais que c'est une mauvaise question, qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais je la pose quand même. Mais vous ouvrez les dossiers à partir de quel ticket, quoi? C'est mini 500 kilos Le financement moyen, c'est 2,6 millions d'euros. Et la fourchette est très grande puisque aujourd'hui, ce qui était observé, on a le plus petit financement, c'était 500 000 euros. Et le plus gros, c'était 8 millions. Donc on a une fourchette vraiment grande. Ouais, vraiment large. Mais voilà, c'est quand même des financements conséquents. Il n'y a pas une règle de répartition mini entre les différents partenaires? Alors il n'y a pas de règle, en fait, start-up c'est 30%, grand groupe c'est 30%, etc. C'est au consortium de s'organiser, de se mettre d'accord entre les différents partenaires pour entre la part de ce qu'il va demander à Kikino Énergie et de ce qu'il va amener en fonds propres. Et nous on veille, lors de la construction des budgets, effectivement, à ce que les gros ne mangent pas tout le budget des petits. Et inversement. Et voilà, ça se passe en général très bien. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même un gros dedans? Alors pas forcément, non, pas forcément, mais au moins ça peut être un petit qui a déjà beaucoup d'expérience aussi. Mais il faut que ce montage, avec le background, avec les activités complémentaires, marche au niveau financier déjà, hein, cette règle des 25%. Et souvent, ça va de pair avec l'expérience qu'ont les partenaires dans le domaine. Il faut au moins 2 pays européens. Hein. 2 pays européens, ouais. Alors j'ai dû en rater, du coup, tu peux revenir. Voilà, ça. Bon, ça c'est le cycle de nos appels à projets et de la réalisation des projets. Voilà, vous avez une idée, vous venez nous voir, vous montez un consortium, il y a une proposition. Donc des appels à projets, alors 1 ou 2 fois par an, cette année il n'y en aura qu'un seul, il se termine le 10 avril, donc c'est demain presque. La proposition est acceptée, il y a un chef de projet qui démarre son projet par cette phase de faisabilité que j'appelle le Work Package 0 et qui est vraiment très importante, à la fin de laquelle il y a une décision de go ou no go. Donc on a vu d'ailleurs différents cas de figure, on a vu des projets s'arrêter au bout de 6 mois de Work Package 0 parce que l'environnement a changé, la liberté d'exploitation de la propriété intellectuelle n'était plus assurée dans le pays qui était visé pour la commercialisation, enfin il peut y avoir différentes raisons. On se met d'accord à la fin de ce Work Package 0 aussi sur un ROI term sheet, un accord préliminaire pour ce ROI pour Kikino Énergie. Et puis voilà, au cours du projet, il y a différents meetings avec Kikino Énergie pour vérifier qu'il est exécuté et qu'il progresse convenablement. À la fin du projet, on se met d'accord sur un contrat de ROI final. Ensuite, le projet et le produit est lancé et on a un ROI pour Kikino Énergie qui va réinvestir cet argent
dans d'autres projets. Toute la période nécessaire pour faire la chaîne de valeur de A à Z, ça prendra combien de temps? Bah, ce qu'on cherche, nous, c'est une commercialisation à 3 à 5 ans. Hein. Donc, je ne sais pas, si on prend 4 ans, après, voilà, il faut que les ventes du produit démarrent. Et puis, bon, alors, on est dans l'innovation, c'est toujours un peu risqué. Ça peut démarrer un peu avant, un peu après. Vous avez déjà eu des retours sur investissement Ça démarre. Bah, oui, parce que en fait, les premiers projets, ils ont démarré en 2011. 2011, 2012, 2013, 2014, bon, c'est peut-être un peu de transition. Là, ça commence à démarrer. Ouais. Alors, il faut voir en plus que ça a été la typologie des projets KIC, c'est affiné avec la maturation de la KIC InnoEnergy. Et clairement, il faut dire honnêtement, tout au début de KIC InnoEnergy, on a démarré avec des projets qui ressemblaient fortement à des projets européens classiques, parce que les gens n'avaient pas encore bien compris ce qu'on voulait faire. Nous, on n'avait peut-être pas suffisamment bien exprimé non plus, mais des projets donc, qui étaient un peu trop amont, pas forcément pilotés par des industriels, etc. Et toutes ces règles, elles se sont affinées au fur et à mesure pour qu'on puisse vraiment se différencier quoi, des autres guichets de financement. Et prendre plus une place d'investisseur dans l'innovation. Est-ce que pour que ça soit éligible, il faut que ça donne lieu à la propriété intellectuelle, à la création d'un brevet ou pas? Première question. Et deuxième question, c'est comme il y a des règles sur retour sur investissement, c'est quoi? C'est à terme ou c'est une prise de participation sur les bénéfices des ventes? Alors c'est ça, c'est plus voilà, c'est un intéressement sur les ventes. Ouais. Donc en général, ça va être plus classiquement un pourcentage du chiffre d'affaires. De l'ordre? De quel ordre? Ça dépend. ça dépend de. Je sais pas, c'est quelques pourcents. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder la ligne en bas hein, et de voir au bout de combien de temps on a récupéré notre mise et au bout de combien de temps on a récupéré un peu plus que notre mise, puisque comme tout investisseur, on va investir dans des choses qui vont marcher et d'autres qui ne vont pas marcher. Et donc, dans les projets qui vont bien marcher, s'ils marchent bien, c'est bon signe pour l'industriel et ça doit être aussi valorisable pour nous. Et cet accord sur les ventes, il est limité dans la durée ou il est à vie? Non, il est limité dans la durée. À combien? En général. Alors, c'est une négociation. Et alors, ça, c'est un schéma. Il peut y avoir d'autres schémas aussi. Si un projet d'innovation mène, par exemple, à la création d'une start-up, déjà, cette start-up, elle va être accompagnée dans le dispositif start-up de KIC. Et là, le schéma, ça pourrait être aussi prendre des parts dans la start-up. Ça peut être aussi une spin-off. Là, si c'est une spin-off, elle n'est pas forcément accompagnée par KIC, mais si c'est une spin-off, pareil, on peut dire on a un modèle avec des parts suivant la valeur de la société à tel horizon. Oui, propriété intellectuelle, oui, mais pas forcément des brevets. Ça peut être aussi du savoir-faire secret. D'accord. Tout le temps, mais de toute façon, dans la réalité, il y a toujours au moins du savoir-faire secret. Là où on essaie de sensibiliser les gens, surtout, c'est que quand il y a encore des aspects R&D ou recherche dans le projet, des choses qu'il faut intervenir un labo et qui pourraient mener à une publication, on leur dit non, attention, non. Vous allez breveter d'abord, et puis ce que vous pouvez publier, vous le publierez. Vous allez, vous ne publiez que ce qui ne peut avoir aucun impact sur le business de la boîte. Voilà, donc quelques chiffres pour donner des idées. 130 projets sélectionnés depuis 2011. Voilà, aujourd'hui 180 ou 200 partenaires à peu près dans les projets d'innovation, 60 brevets déposés. Il y a aujourd'hui, en 2014, il y avait 65 projets qui tournaient. Ça doit être à peu près 70 aujourd'hui, entre
ceux qui ont été sélectionnés il y a peu de temps et ceux qui se terminaient. Et voilà, un financement moyen de 2,6 millions. Voilà. On devient partenaire KIC quand le projet est sélectionné. Donc le consortium piloté par l'industriel vient nous proposer le projet, il monte sa proposition, etc. Très bien. On les accompagne, on les aide, on co-construit les propositions d'ailleurs, qu'ils n'arrivent pas le jour de la deadline en postant leur truc, à faire le boulot tout seul. Vraiment on aide les gens à bâtir les propositions. Et c'est seulement quand il est sélectionné qu'avant de démarrer, on leur demandera d'être partenaire Kikino Énergie. Voilà. Et c'est payant? Alors il y a 3 niveaux de partenariat suivant les plafonds de financement qu'on peut recevoir. On a mis la slide là-dessus. 3 niveaux de partenariat. Le premier c'est gratuit. On est partenaire projet. Ça s'appelle Project Partner. Et là on est limité à 100 000 € par an de financement en moyenne sur le projet. Le deuxième c'est partenaire associé. Alors là, il y a une cotisation de 30 000 €. Par contre, le plafond de financement monte à 400 000 € en moyenne par an. Et le plus haut niveau, c'est partenaire dit formel. Là, c'est 100 000 € de financement. Par contre, on n'a aucun plafond en termes de 100 000 € de cotisation, mais on n'a aucun plafond en termes de financement. Et on peut avoir des partenaires qui sont des groupes industriels qui sont non plus des ETI, quoi. Tout à fait.